bonjour à tous, bienvenue pour votre émission chaque matin. Vous êtes formidables en Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, ceux qui sont formidables, c'est ceux qui sont avec moi, c'est Frédéric Gersal. Bonjour Frédéric. Bonjour super Vanessa. Ah, il me flatte. Il va nous parler, super Frédéric, de Coco Chanel, une grande dame évidemment de la mode qui a un lien avec notre région. Et Anita Pentecôte, bonjour. Avec vous, on va parler de cuisine solidaire. Et puis avec notre ami Philippe, on va parler de cuisine tout court. Tout court, absolument, Vanessa. Mais on va déguster à la fin de l'émission. Mais d'abord, je voudrais vous présenter notre invitée formidable aujourd'hui. Elle est bétulicultrice. Qu'est-ce que c'est? Ça a un rapport avec la sève de bouleau. Bonjour Patricia Mingotto. Bonjour Vanessa. On va s'installer. Très bien. Patricia, donc vous êtes bétulicultrice, vous récoltez la sève de bouleau, c'est une partie de votre activité, vous êtes en Haute-Vienne, à Saint-Genès-sur-Roselle. Alors la sève de bouleau, on peut la récolter, je suis sûre qu'il y en a plein qui ne le savent pas encore. Effectivement, tous les jours, j'ai des personnes qui découvrent et qui m'appellent pour en savoir plus sur la sève de bouleau. Et je la fais découvrir à travers les différentes manières, mais c'est le moment de la récolter en tout cas. C'est l'arrivée du printemps, enfin même là c'était un petit peu précoce, c'est ça? Vous avez commencé à la récolter fin février? C'est ça, pour la première fois, on a commencé à la récolter à partir du 25 février cette année. C'est une récolte de printemps, sortie d'hiver, quand le sol se réchauffe, quand les températures augmentent. La montée de sève se fait dans l'arbre, dans le bouleau, et c'est le moment unique de l'année pour la récolter. Et qu'est-ce qu'on en fait après de cette sève de bouleau que vous récoltez? Alors, on la récolte et on la conditionne, et surtout pour pouvoir la proposer en cure, puisque c'est on la boit. On la boit, voilà, c'est une boisson végétale, nourricière, qui est chargée de minéraux, d'acides aminés, de vitamines. Et ça permet, cette sève, de faire une cure détox, drainante et reminéralisante. Alors là, on voit des images, c'est pas vous, hein, mais il y en a plusieurs, effectivement, comme vous, qui font cette récolte de bouleau, notamment en Limousin. Vous percez des trous, c'est ça, dans le tronc de l'arbre? Oui, la technique, on peut dire qu'elle est assez simple. Effectivement, on fait un petit trou d'un faible diamètre, faible profondeur, et on l'équipe après, nous, d'un tuyau et d'un bidon, ce qui nous permet de voir l'écoulement de la sève. Et donc cette récolte est faite tous les matins par mon mari, moi ou notre salarié. Donc vous travaillez effectivement avec votre mari? Oui. Vous avez un salarié? C'est ça. Vous avez combien d'hectares? Alors c'est plutôt en nombre d'arbres qu'on compte. On en a à peu près 200, ce qui nous permet de faire un roulement d'une année sur l'autre pour les laisser au repos une année et revenir les voir 2 ans après. Alors c'est très bien de boire de la sève de bouleau, mais qu'est-ce que ça apporte? Je peux goûter? Ah bien sûr, allez-y. Vous avez apporté un cubi de sève de bouleau. Je vais goûter. C'est quoi les vertus? Alors la consommer sous forme de cure. Oui, c'est vraiment une eau. Hein. Elle est même nommée et surnommée l'eau de bouleau. C'est vraiment un petit peu trouble comme ça. Oui, voilà. Alors, elle va se troubler un petit peu plus au fil des jours, puisque c'est un produit qui est vivant. Elle va entamer une fermentation naturelle qui n'est pas en soi grave, au contraire. Ça augmente les ferments dans la sève de bouleau, et c'est aussi bien pour le système intestinal. Mais à l'état d'eau, comme ça, on la boit sous forme de cure pendant 3 semaines, ce qui permet petit à petit d'éliminer déchets, toxines, et de se reminéraliser. Donc, dès lors qu'on élimine des déchets, des toxines, souvent on se sent mieux. On peut avoir des douleurs articulaires, des problèmes de sommeil, comme ça draine le foie, ça peut les résoudre, ou du moins en partie. Je vais en boire plein, moi, alors. Au niveau de... Je vais me faire une bonne cure. Et tous ces minéraux apportent de la vitalité aussi. Il y a des personnes qui la consomment pour ça, pour s'apporter un complexe de minéraux à la sortie de l'hiver, à une période où on se sent souvent un peu fatigué. En tout cas, ça n'a pas beaucoup de goût, c'est de l'eau, la fraîche en tout cas. Oui. C'est pas mauvais, c'est pas... Enfin voilà, c'est comme de l'eau, c'est vraiment le même goût. C'est composé en grande partie d'eau d'ailleurs, je crois, 99%. Tout à fait, sauf que c'est une eau qui est chargée de minéraux, tout un complexe. On a fait faire nos propres analyses. Elles rejoignent celles qu'on peut trouver dans des publications. Alors, elles évoluent, ces analyses, suivant les terroirs, très souvent, puisque, effectivement, chaque région a son propre sol. Mais on a plein de minéraux, zinc, manganèse, potassium, magnésium. Est-ce qu'il y a des années meilleures que d'autres? Jusqu'à présent, nous, on ne l'a pas constaté. Depuis 2014, ce qui varie, c'est le début de la récolte, c'est parfois les quantités récoltées d'un jour à l'autre, mais globalement, sur toute une saison, c'est à peu près la même chose. C'est marrant parce que la sève de bouleau, alors on en parle quand même de plus en plus en France, mais il y a encore 10 ans, personne quasiment n'en avait entendu parler.
En France, alors c'était plus connu en Amérique du Nord, dans les pays scandinaves aussi. Ben, chez eux, c'est vraiment une boisson nourricière qui fait partie de leur culture. Ils la consomment très couramment, comme boisson nourricière justement. Et même, ils en font beaucoup de produits dérivés, comme de la bière, des vins pétillants, ce qui permet de conserver aussi la sève toute l'année. Mais chez nous, elle gagne encore à être connue. Alors on la redécouvre parce que j'ai trouvé que, en cherchant un petit peu, qu'elle était connue quand même au Moyen-Âge et aussi sous la Révolution. Le chirurgien chef des armées sous la Révolution et l'Empire, Pierre-François Percy, il disait ça de la sève de bouleau. Il disait « Les maladies de la peau, boutons, dartres, coupe-rose, lui résistent rarement. C'est un remède précieux dans les affections rhumatismales, les reliquats de gouttes, les embarras de la vessie et une foule de maladies chroniques. » Donc on redécouvre finalement. Oui, tout à fait. Ça fait très longtemps que c'est connu. Et ce qu'il raconte, c'est ce qu'on peut constater encore aujourd'hui, effectivement. C'est diurétique, la sève de bouleau, donc c'est vrai que ça permet d'éliminer. Ça permet de drainer aussi la peau, donc souvent, pendant la cure, on peut même avoir des petits boutons ou plus de transpiration parce que la peau permet d'éliminer. Donc ça résout des problèmes de peau, souvent. Et c'est pour ça que je me suis destinée à la cosmétique. Alors voilà, la sève du bouleau vous permet aussi de faire d'autres produits. Expliquez-nous. Bien justement parce que j'avais de nombreux retours sur l'effet de la cure sur la sève, de la cure sur la peau, que j'ai eu envie et que je me suis intéressée à l'utiliser en cosmétique. Donc il y a plus de 4 ans, je me suis rapprochée de Frédéric Bélanger, qui est une professionnelle indépendante qui accompagne les porteurs de projets à créer des gammes de cosmétiques. On a étudié avec elle la possibilité de faire une gamme de cosmétiques à la sève de bouleau et surtout, elle a fait des vérifications pour voir si c'était intéressant de mettre... Parce que tout est un peu encadré quand même, bien sûr. On touche aux cosmétiques. Ah bien sûr, voilà. Et donc après, elle m'a accompagnée dans la formulation et elle m'a formée à la fabrication. Et elle m'a surtout aidée, effectivement, comme vous dites, Vanessa, à établir tout ce dossier réglementaire, puisque la cosmétique est une réglementation européenne qui demande tout un protocole, des analyses, des rapports toxicologiques. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien on peut le proposer. C'est ce que je fais depuis 3 ans maintenant. Alors vous faites aussi d'autres choses sur votre ferme, la ferme de Fardissou, donc à Saint-Genès-sur-Roselle, je le disais. Mais c'est une deuxième vie professionnelle finalement que vous avez entamée il y a 10 ans maintenant. Avant, vous travailliez dans le tourisme. Oui, c'est ça, oui. Il y a quelques années, je travaillais dans le tourisme. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans que j'ai démissionné. Mais pendant tout un temps, j'ai mené les deux de front. Tant qu'on n'avait pas trouvé de terrain agricole pour installer tout le projet agricole, j'étais directrice de l'office de tourisme à Émoutier et chef d'exploitation à titre secondaire. Et depuis 3 ans, je m'accomplis et je m'épanouis à temps complet dans mon projet agricole à Saint-Genès-sur-Roselle, où on a aménagé et où on continue à construire une ferme de A à Z, mon mari et moi. Pourquoi vous aviez envie de changer de voie et de vous investir comme ça, peut-être dans le travail de la terre finalement ? Disons que je suis issue quand même de la terre. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents avaient une ferme à Saint-Léonard-d'Onoblat. C'est toujours le cas, puisque c'est mon frère qui la dirige. Mais moi, j'avais envie surtout d'une agriculture différente. Et ce qui m'intéressait, c'était les plantes médicinales. Et l'opportunité fait que je m'y suis intéressée de plus en plus et il y a toujours un moment où on se dit est-ce que je franchis le cap de l'intérêt, de la passion à une activité professionnelle et vous l'avez franchi petit à petit, effectivement, tout en douceur. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes installé en bio. C'était important aussi pour vous d'avoir ce label. Tout à fait. Enfin, c'était une évidence par rapport à ce que j'avais pu connaître dans le passé. Effectivement, moi, je voulais faire une agriculture propre, saine, pour nous, pour notre cadre de vie, mais aussi pour tous les consommateurs à qui on fournit nos produits. Et tous vos produits, justement, vous les fournissez de quelle façon aux consommateurs ? Je crois que le lien est important avec le consommateur. Oui, on ne fait que de la vente directe, donc soit c'est sur les marchés, soit c'est via des magasins de producteurs ou des magasins bio, mais c'est toujours en circuit très court et par Internet aussi. Mais c'est vrai qu'on est toujours à disposition de tous les consommateurs pour répondre aux questions et puis parce que ça nous plaît d'expliquer, de partager, de faire découvrir ce qu'on fait. Vous êtes heureuse aujourd'hui, Patricia ? Très heureuse. Et vous en buvez beaucoup de la sève de bouleau ? En ce moment, je fais ma cure, je suis au taquet. D'ailleurs, les cures, ça dure combien de temps ? Il faut C'est 3 semaines. 3 semaines, un verre chaque matin ? C'est ça, un verre tous les matins à jeun. À jeun. 3 semaines. D'accord. Bon, je vais peut-être m'y mettre. Juste, on peut la consommer, pas forcément que fraîche. On en trouve toute l'année, dans les boutiques bio notamment. Alors, nous, on en propose toute l'année, puisqu'on en pasteurise une certaine quantité, pour pouvoir en proposer à d'autres moments de l'année, pour des personnes qui ont besoin tout simplement de drainer, ou en cure d'automne avant d'entrer dans l'hiver. Et elle me sert, cette sève pasteurisée aussi, à faire les cosmétiques. Très bien. Il y en a un qu'on va faire aimer, la sève de bouleau. Peut-être qu'il en a besoin. C'est Frédéric Gersal. Ah oui.
Frédéric, oui. Un petit peu de sève de bouleau, peut-être tout à l'heure. Avec Anita, on va Comment ça s'appelle une plantation de bouleau? Une bouleraie? Une boulée. Une boulée. Pas loin, vous n'étiez pas loin. Voilà. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de toute autre chose. Oui. Enfin, une femme à l'honneur. Vous avez raison. Enfin, une héroïne dans ces matinales de France 3. Il était grand temps quand même. Il était temps, Frédéric. Et quel personnage, c'est Coco Chanel que j'ai envie d'évoquer ce matin. Gabrielle Chanel, pour parler exactement, puisque c'est son véritable prénom. Et beaucoup vont être heureux d'apprendre qu'en fait, Coco Chanel, elle a un rapport avec notre grande région. Oui, alors pas par sa naissance, parce qu'elle est née à Saumur, donc on est bien au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Mais en fait, c'est dans son parcours personnel. Alors, elle est la fille d'une cousette. Donc, c'est une petite employée de mode et de couture. Petite main. Alors, est-ce que déjà, il n'y a pas déjà quelque chose qui se passe entre sa maman et elle? C'est possible. Et puis, son père, lui, il se promène, si j'ose dire, puisqu'il vend multiples objets. Il est colporteur. Alors ça, on passe de village en village, on passe de ville en ville. Et puis, on crie, v'là le colporteur, v'là le colporteur. Et qu'est-ce qu'il transporte? Il transporte de menus objets, des boutons, du fil, des petites paires de ciseaux, trois fois rien. Il met tout ça dans un panier en osier ou une boîte en bois. Et puis il met un grand cordon. Et ce cordon, il se le passe autour du cou, autour du col. Il est colporteur. Ah, c'est ça, ça vient de ça, le mot. Et il se promène comme ça pour vendre. Donc il emmène avec lui sa petite Gabrielle. Et comme ça, il se promène. Et les voilà en Corrèze, toute la famille, avec les 5 enfants. La maman, le papa, elle va sur les marchés aussi pour justement faire de la couture à la demande quand c'est nécessaire. Et elle est prise de tuberculose, on en parlait encore avant-hier, cette maladie terrible, et elle meurt alors que Gabrielle a tout juste 12 ans. Gabrielle et ses frères et sœurs, évidemment, sont encore jeunes. Donc le papa, Albert Chanel, ne sait pas trop quoi faire. Il est là avec ses 5 enfants. Il a son métier itinérant, c'est compliqué. Donc il décide d'abandonner, entre guillemets, ses enfants, c'est-à-dire de les placer dans des orphelinats pour enfants nécessiteux. Donc c'est pas très gai, et c'est comme ça que Gabrielle, la jeune Gabrielle, se retrouve à Aubazine, en Corrèze, puisque c'est à Brive-la-Gaillarde que sa maman est décédée. Donc vous voyez, on est dans cette Corrèze, qui nous relie à notre belle région. Oui. Et Aubazine, je vous propose de découvrir un petit peu ce qu'est Aubazine aujourd'hui. On va le voir avec quelques images et comprendre tout ce qui va attacher Gabrielle Chanel à cette... ça va la marquer. Ça va la marquer ce passage à vie. Alors non seulement pour l'ambiance, qui est un peu austère, triste et terrible, et puis toute cette couleur sombre, noire, elle se rappellera tout au long de son... Et puis ça, attends, juste regardez la symbolique, les 2 C de Coco Chanel, là dans les vitraux. On va le voir avec précision, regardez là, il y a à la fois le dessin du vitrail, et au-dessus on a justement cette symbolique, et puis voilà Gabrielle Chanel que l'on voit là. Donc ce qui va la marquer, c'est aussi cette couleur sombre. Elle le dit à Edmond de Charleroux quand elles écriront une biographie de Coco Chanel. Elle dira: mais ce noir intense des portes du dortoir ne m'ont jamais quitté l'esprit, et le noir est une couleur extraordinaire, et on va le retrouver tout au long de sa carrière. Elle va l'utiliser à plusieurs reprises. Enfin, toujours est-il que... La petite robe noire. Oui, notamment. La fameuse petite robe noire qu'on verra dans un instant. Entre-temps, elle va devenir elle-même cousette, entre guillemets, puisqu'à la sortie d'Aubazine, on la retrouve à Moulins, dans cette ville. C'est une ville de garnison. Alors, il y a des beuglans, il y a des auberges, il y a des petites scènes où on vient chanter. C'est ce qu'elle fait. Elle monte sur scène et elle adore reprendre un refrain qui est très célèbre depuis 1889. Ça s'appelle « Qui qu'a vu Coco ?» Alors elle chante « Qui qu'a vu Coco, qui qu'a vu Coco ?» Enfin, je vous le chante pas parce que je ne connais pas l'air. Mais du coup, ce Coco va lui coller à la peau, va lui cocoler à la peau, et elle va transformer ce surnom évidemment en une gloire internationale incroyable. Et voilà la vraie naissance de Coco Chanel. Et quand est-ce qu'elle va rentrer vraiment dans l'histoire de la mode? Alors il faut attendre le tout début du XXe siècle, avec l'aide de quelques amis de la haute bourgeoisie qui vont lui avancer quelques sous pour lui permettre de s'installer dans sa première boutique à Paris, rue Cambon. Souvenez-vous de cette rue, du nom de cette rue, et si vous allez à Paris un jour prochain, n'hésitez pas à passer devant, parce que c'est encore et toujours la rue majeure pour Chanel, la maison Chanel. Et là, il y a tout le souvenir de Coco Chanel, où elle habitait au 2e étage d'un de ces immeubles de la rue Cambon. Donc c'est vraiment un souvenir incroyable. Et puis, alors elle est modiste, quand elle commence, elle est seulement modiste. Ça veut dire quoi, modiste? Ça veut dire qu'on s'occupe de chapeaux. Donc c'était Chanel Mode, c'est ce qui était marqué à l'entrée de la boutique. Et Chanel Mode, ça va se développer, puisqu'elle va ouvrir ensuite une boutique à Deauville. Et puis elle reviendra chez nous, puisqu'elle va ouvrir aussi à Biarritz, donc en Nouvelle-Aquitaine.
Et on voit bien qu'elle ouvre des boutiques là où la haute société vient se promener. Là où il y a de l'argent, la haute société. Absolument. Où on vient prendre les bains de mer, comme on dit à l'époque. Et le succès, il est vite au rendez-vous, finalement? Il est très vite au rendez-vous, puisque je vous le disais, ouverture en 1910, et dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, elle vit de son métier de modiste et de styliste, parce qu'elle ne veut pas faire des chapeaux tout au long de son existence. Elle veut créer des nouvelles tenues, et c'est le cas notamment avec ce fameux cardigan. Elle va créer un cardigan, le cardigan Chanel. Alors le cardigan, c'est un pull, un tricot sans col, avec plein de boutons sur le devant. Ça a été créé par Lord Cardigan, qui porte si bien ce nom, qui était un général anglais qui est parti à la guerre de Crimée. Tiens. Ça rappelle quelque chose. 1854. C'est une guerre avec Français et Anglais qui sont côte à côte face aux Russes. Tiens. Donc voilà, avec cette guerre de Crimée en 1854, il a peur d'avoir froid, notre général Cardigan. Donc avant de partir de Londres, il demande à sa couturière de lui faire un pull sans col pour pouvoir le mettre sous l'uniforme et pour pas que ça dépasse de l'uniforme. Et voilà comment est né ce cardigan. Et puis il y aura d'autres choses qu'elle va aussi. reprendre. Puis il y a la petite robe noire. Bien sûr. En 1922, l'année est importante parce qu'on est au lendemain de la Grande Guerre et toutes les femmes de France et d'Europe portent le deuil d'un époux, d'un père, d'un fils, d'un frère, d'un ami mort à la guerre. Et cette petite robe de couleur noire, avec cette couleur dont elle se rappelait d'Aubazine, prouve bien que quand même la région l'a marquée dans sa création et sa créativité. Évidemment, il y a eu le parfum, le numéro 5, 5, évidemment. Le tailleur Chanel, oui, en tweed. Indémodable en tweed, porté le jersey, le tweed. par Jackie Kennedy notamment. Oui, au moment de l'assassinat de son mari, évidemment. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Vanessa. Bon, on a appris des choses, comme d'habitude. Et merci à Coco Chanel. On apprend plein de choses. On va tout de suite s'intéresser à notre atelier zéro déchet. Comme chaque jour, on va retrouver notre amie Joséphine qui nous donne plein de recettes très simples. Aujourd'hui, comment utiliser notre pain rassis? Bah oui, ça ne sert à rien de le jeter. Il peut être très utile. Pour vous, ce pain rassis est bon à jeter. Pour moi, ce sont d'excellents croûtons à manger. Tout un tas de recettes délicieuses sont imaginables pour utiliser son pain rassis. On commence par couper le pain rassis en tranches. Puis on le frotte avec une demi-gousse d'ail ou du parmesan. Moi, j'utilise ici une gousse d'ail. On coupe ensuite les tranches en morceaux et n'hésitez pas à repasser la demi-gousse d'ail sur les côtés de chaque morceau pour donner davantage de goût au crouton. Il n'y a plus qu'à les faire revenir quelques minutes à la poêle sur feu vif dans l'huile d'olive. J'ajoute des herbes aromatiques et un peu de sel et vous pouvez aussi mettre des épices si vous le souhaitez. Quand les croûtons sont bien dorés, on peut les retirer du feu et les laisser refroidir. Ces croûtons se conserveront plusieurs jours dans un bocal hermétique et accompagneront à merveille vos soupes et salades en leur donnant du croustillant. Si vous préférez, vous pouvez les faire cuire au four quelques minutes à 180 degrés, avec toujours huile et herbes aromatiques ou épices. Et si vous êtes un bec sucré, faites-vous du pain perdu. Un œuf, 25 cl de lait, on mélange et on y fait tremper notre pain avant de le poêler. Sans conservateur, les croûtons maison représentent une solution originale, saine et zéro déchet. Ils sont simples à réaliser et pratiques à utiliser. Bon, moi, je suis plutôt pain perdu, Frédéric. Moi aussi, oui. Pain perdu. Oui. Petit croûton. Un petit crouton et pas Pain perdu. Pain perdu. Bon, on est plus de pain perdu. Petit crouton. Alors, Anita, ça vous parle ce qu'on vient de voir? Vous qui aimez la cuisine. Il y a zéro déchet, c'est vrai qu'on peut tout utiliser, les épluchures de légumes. Ouais. Alors Anita, vous, ce qui vous motive, là, c'est la cuisine d'une façon générale, la cuisine solidaire. On va revenir sur votre parcours qui est super intéressant. Vous êtes artiste. Oui, au départ, j'étais artiste, j'étais photographe. Vous parlez au passé, mais vous l'êtes encore. Je suis encore, mais moins qu'avant. J'ai moins le temps, malheureusement. Vous êtes installée en Dordogne? Je suis installée en Dordogne, du côté de Sarlat, pas très loin de Sarlat, dans un petit village. Donc, effectivement, tout un travail d'artiste. Et puis un jour, pourquoi vous avez envie de faire de la cuisine et même vous passez un CAP cuisine? Oui, par passion. Et puis parce que avant, j'habitais dans une grande ville, donc c'était plus facile d'avoir des projets artistiques. Et puis à la campagne, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de vivre de
de son, on va dire, De de son son art. art. Et donc, près de Sarlat, hein, c'est ça. Ouais. Et du coup, par passion et par envie, je me suis dit, j'avais toujours fait de la cuisine en fait, mais il fallait que je réapprenne les bases. Donc en fait, je me suis décidée à faire un CAP, donc Greta adulte. Il y a combien d'années? Ça fait 6 ans maintenant. Ouais. Moi j'adore, je trouve ça toujours fascinant, des adultes qui remettent tout sur la table pour se former. Oui, moi ça me fait pas tellement peur en fait. Ouais, j'aime bien le changement. Ouais. Donc, Et puis voilà, après j'ai monté un food truck en fait, parce que je me sentais pas trop d'aller travailler dans un restaurant. J'avais pas trop envie d'avoir un chef au-dessus de moi. Et puis là, je suis quelqu'un d'assez libre. Et donc voilà, j'ai monté mon food truck. Et au début, c'était un petit peu difficile parce que moi, je fais beaucoup de la cuisine du monde, la cuisine indienne, etc. Donc dans le Périgord, ça marchait pas vraiment très très bien. Vous n'avez pas votre clientèle. Non, en fait, le food truck, il faut avoir une identité, quoi. C'est-à-dire, soit on fait une super bonne pizza, soit des hamburgers, soit ceci, soit cela. Et moi, j'aimais bien changer. J'aime pas faire tous les jours la même chose. Donc, du coup, c'était compliqué d'avoir cette identité-là. Et du coup, mon food truck, il a plus servi pour l'événementiel, les festivals, les choses comme ça. Donc, ce qui me permettait d'amener ma cuisine propre. Vous alliez notamment faire le catering du festival de Nexon, festival de cirque contemporain chaque année à Nexon, en Haute-Vienne. Voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré la cuisine solidaire qui s'est montée avec l'association Ouvre-Boîte. À Nexon, et dont on a parlé dans cette émission matinale il n'y a pas très très longtemps. Voilà, avec Natacha. Ouais. Et donc au début, j'ai loué leur cuisine parce que pour moi, c'était plus simple de travailler dans une cuisine professionnelle. Alors redites-nous un petit mot de ce lieu quand même, qui est assez atypique, effectivement. Alors, la cantine. La cantine, elle a été montée, je crois, l'année dernière. Ouais. Et le principe, c'est quoi? Le principe, c'est qu'il y ait des bénévoles qui font à manger quand ils veulent. Et puis, en fait, moi, j'étais appelée comme cuisinière professionnelle pour faire des résidences et proposer des repas aux gens du coin. D'accord. Donc, sur une semaine. Et après, il y a plein d'autres, il y a des ateliers qui sont faits, qui sont proposés avec les rebuts des producteurs. C'est ça, ils prennent, au lieu de jeter, de voir des produits jetés inutilement, ils les récupèrent, notamment chez les producteurs, et ils en font des repas. Ils font des repas, ils font des bocaux, ils font de la lactofermentation, dont je vous ai apporté quelques exemples. Voilà, et puis là, il y a tout un projet de pasteurisation également, en fait, d'essayer de récupérer tout ce qui pourrait partir les poubelles, d'en faire quelque chose, quoi, de cuisiner avec. Moi, c'est vrai que je cuisine aussi beaucoup. J'ai pas mal de projets avec des gens en insertion dans des tiers-lieux où on crée des repas ensemble. Je vais chercher un tas de rebuts. On se retrouve avec des cagettes immenses de légumes et l'idée, c'est d'inventer un repas avec ce qu'on a. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a un côté très créatif. C'est ce que vous aimez finalement dans la cuisine. Et vous qui êtes artiste, il y a le côté créatif. Oui, il y a toujours ce côté créatif, quoi. Il y a toujours un peu est en recherche, en fait, en expérimentation. Et puis, ça permet de cuisiner uniquement avec ce qu'on a. Donc, il faut un peu se débrouiller, quoi. Et puis, bon, on arrive à faire des choses sympas. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas toujours un peu de farine ou de sucre à côté. Oui, quand même. Pas mentir non plus. Mais la base. Il faut des bases. Mais voilà, le but, c'est d'essayer de monter un repas uniquement avec des rebuts de producteurs. Et puis, surtout, de faire partager cet engouement à d'autres personnes, en fait. À tout public. Dans la cuisine, de toute façon, il y a cette notion de partage qui est très importante et très importante pour vous. Oui, c'est très important pour moi. Et puis, moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup habité à l'étranger. Pour moi, c'est manger, c'est Régis Macron qui dit ça, c'est aussi raconter des histoires. Donc, c'est un peu une manière de faire partager ce qu'on a vécu, ce qu'on a mangé dans la rue. C'est très important, ça, le partage. De toute façon, la cuisine, c'est alors, le partage, je voulais partager avec nous deux, trois petites choses que vous avez vous pouvez goûter. Ça, c'est des petits pickles de citron que j'ai fait. C'est une petite recette indienne. Ouais. Donc, en fait, je fais mariner des citrons dans du sel. Je vais passer à mes petits camarades. Prenez peut-être un petit morceau, parce que ça fait un petit Non, mais moi, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur, j'assume totalement. Voilà, donc c'est mariné dans le sel et l'eau pendant 15 jours. Et après, c'est mélangé avec du curcuma et du miel. Très bon. Donc, en fait, c'est coupé en petits morceaux. Et après, ça, vous pouvez le mettre... Il rigole parce qu'il va couper des petits morceaux, mais pas suffisamment. Gros morceau, mais très bon. Et en fait, on peut le mélanger dans des plats avec de la viande, dans des légumes, il a déjà, Frédéric. Voilà, bon, moi, je fais des sauces avec. Extra.
C'est extra, hein. Voilà, et On c'est boirait bien assez... un coup avec. Voilà. Allez, je vous donne de la sève de bouleau. Voilà. Frédéric, en plus, je suis sûre qu'il en a vraiment besoin. Un petit peu de détox pour Frédéric. Voilà. Déjà, elle m'a traité de vieux crouton tout à l'heure. Merci Je beaucoup. n'oserais pas. Merci. Anita, vous connaissez la sève de bouleau Oui, j'en Ouais. ai jamais bu, mais je connais le principe, ouais. Eh ben alors, vous allez Merci. quand même, Patricia, votre sève, parce que j'ai pris un peu le cubi. Je fais comme chez moi. Bien sûr. Voilà. Aucune odeur. Hein. Non, c'est vrai, c'est Ah non, effectivement, étonnant. ouais. Hein. Ouais. C'est Il y a de un l'eau. arrière-goût. Et Un pourquoi tout vous petit avez goût. choisi cet arbre, enfin et pas la sève d'un autre arbre. Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les plantes médicinales. Ah oui, Et c'est parce que la sève de bouleau est médicinale Ah oui. que je me suis intéressée à D'accord. cette sève. Voilà. d'accord. Tout l'intérêt. Anita, vous découvrez la sève de bouleau, c'est bien. Absolument. Peut-être que vous pourrez en proposer aussi. Alors, deuxième petite Donc ça, chose à c'est déguster. la lactofermentation. Donc ce sont des légumes pareils fermentés dans du sel. C'est une très vieille méthode de conservation et en fait qui permet le légume reste vivant parce qu'il n'est pas du tout cuisiné, il n'est pas du tout cuit. Il n'est pas cuit, hein, c'est Donc bien en cru. fait, ça donc- garde tous les minéraux, Ouais. les vitamines et c'est un très bon probiotique naturel. Donc très bon aussi pour notre bien-être, nos intestins. Je vais me sentir hyper bien, moi, après cette émission, j'adore. Après, à manger comme ça, c'est un peu bizarre. Vaut mieux l'agrémenter dans une salade ou en faire. Ouais. C'est un peu curieux, quoi. C'est hyper intéressant C'est ça. au niveau des vitamines, mais à manger comme ça, il faut le transformer. Il faut encore le transformer. D'accord. Il faut vraiment Mais c'est pas l'introduire mauvais dans non autre plus, hein. chose. C'est pas, effectivement, au niveau du goût, c'est pas mauvais. C'est Mais effectivement, pas mauvais, dans une mais salade avec d'autres choses, ça peut Il être faut pas le mal. mettre, faut mettre avec autre chose. Donc, pour terminer, Anita, aujourd'hui, vous réussissez à mêler la cuisine telle que vous la concevez avec votre art. Oui, alors j'essaye d'avoir des projets artistiques en fait sur les territoires. En fait, j'aime bien. L'année dernière, j'ai été approchée par un festival pour travailler sur le principe du patrimoine, de l'héritage en fait de nos recettes. Et puis comment est-ce que notre manière de manger avait changé un peu le paysage. Donc en fait, j'ai travaillé avec des habitants, des enfants, et j'ai créé toute une installation visuelle et sonore à partir de ce qu'on m'avait rapporté, puis de ce que j'ai pu récupérer. Qu'on pourra voir où Sur mon site internet en fait. Très bien, il faut aller. On vous dites-le. votre site. AnitaPentecôte.fr. AnitaPentecôte.fr, tout simplement. Voilà. Bon, bah, allez voir sur le site. Merci beaucoup Merci à vous. pour ce partage. Merci Vous restez d'avoir encore un été. peu avec nous. On va Oui. continuer à déguster dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais laisser la place à la belle rencontre de Delphine, comme chaque jour. Aujourd'hui, Delphine, elle va nous présenter Audrey Joumas. Elle est chanteuse. Elle a été demi-finaliste de The Voice, je sais plus, 2017 ici. Elle est aujourd'hui éducatrice de jeunes enfants à Poitiers, mais elle continue aussi à chanter avec son groupe Audrey et les Phases B. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Dissé au nord de Poitiers. Vous voyez, le château est magnifique et nous avons rendez-vous avec Audrey Joumas. Salut Audrey. Audrey les Phases B. Oui, Audrey les Phases B. Mais pas uniquement. Mais pas uniquement. Tu vas nous expliquer tout ça. Oui. Tu vas nous faire découvrir tes petits coins de paradis à toi. Oui. Le premier c'est On va chez Mathieu Deborde avec qui je travaille depuis 4 ans. On va chez lui, dans sa pièce à musique, là où c'est un peu notre laboratoire. C'est dans le château. Euh, C'est dommage. C'est pas dans le château. Ça aurait pu. Bon, on va partir, Mais on va partir par là-bas. là-bas, oui, on va dire. Non, c'est pas dans le château. C'était pas mal. Et c'est toujours pareil. Un boulot qui matin qui m'ennuie. J'obéis au réveil. Ainsi va la vie. Donc Mathieu, nous sommes ici dans ton bureau. C'est ça. Il est très agréable C'est ce mon- bureau. Ouais. C'est mon bureau un peu sur mesure, rempli d'instruments de musique divers. C'est un chouette lieu pour bosser, on se sent bien. Et puis Mathieu est un super hôte, donc ça tombe bien. On se sent bien aussi. Le café est toujours bien servi, entre autres. Vous travaillez sur quoi en ce moment ici tous les deux? Alors ici, on a bossé pendant presque 2 ans maintenant. Et on continue encore parce qu'il y a des petits morceaux encore qui arrivent. On a bossé sur mon... Alors déjà sur le dernier album des Phases B, Allons-y, tous les deux. On a travaillé les premières collaborations sur les arrangements ensemble. Et ça s'est très très bien passé. Les gens qui ne connaissent pas forcément ce métier-là, d'arrangeur, ça consiste en quoi? Ça veut dire quoi?
Ce que je fais avec Audrey, c'est que la première fois qu'on a travaillé ensemble, on travaillait sur des reprises de morceaux des standards, on va dire, de la musique des années 50-60. Et l'idée de l'arrangement, c'est de rendre jouables ces morceaux par les musiciens dont on dispose. Donc nous, on est un groupe de... Là, pour l'album, on était un groupe de 6 plus 5 cuivres, si je ne me trompe exactement, pas. Oui. Donc il faut donner de la musique à tous ces musiciens, donc il faut orchestrer, il faut aussi faire de ces morceaux quelque chose de plus proche de ce qu'on a envie de chanter. J'ai trop patienté. Les fleurs et les cadeaux. Je débarque. Je repars à zéro. Tes préoccupations sont ailleurs. Les miennes ne sont pas bien loin. À quoi bon? Je te quitte sans un doute et d'ailleurs. Ton cœur ne connaît plus mon nom. Les vrais moments de magie, ça c'est ce que j'adore aussi avec Mathieu, c'est que souvent on se le disait, quand on travaille et qu'on sent qu'il y a quelque chose on commence à tirer un fil et qu'on sent qu'on y arrive et qu'on finit la journée en se disant ah là ça y est, on tient le truc. Et c'est un vrai moment de magie. Ouais. Donc je te présente Aurélie Garcia, qui officie à Radio France Bleu Poitou et qui anime l'émission La Nouvelle Scène Bleu Poitou Live. Salut. Bonjour, enchantée. Audrey a souhaité nous faire découvrir France Bleu Poitou et nous parler de toi, parce que c'était important. En fait, Aurélie et toute l'équipe de France Bleu, on se connaît depuis des années maintenant. On a commencé ensemble avec Frédéric Gissot à l'origine. Et puis on travaille ensemble, main dans la main. Ils ont toujours été là pour me donner un coup de pouce dans la communication, pour m'appeler pour des événements, pour travailler ensemble. Et Aurélie officie sur la nouvelle scène Bleu Poitou Live et met en lumière tous les artistes locaux. Ouais. Et cette c'est un émission, gros travail. On peut l'écouter à quelle heure? C'est tous les week-ends, le samedi à midi et le dimanche à 20h. Et c'est vrai qu'on a un vivier super large et talentueux dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne. Et non, c'est super chouette, quoi. Nous, on est super contents de mettre en avant les artistes locaux parce que ils n'ont rien à envier à d'autres artistes. Ouais. On se régale sur plein de domaines, en fait. Et Audrey qui nous emmène ici. Avec quel honneur. Ouais. Alors là, franchement, la classe, merci. Oui. Ah ouais, non mais nous, c'est le retour un peu des choses. C'est toujours important de ceux qui tendent une main un jour de pouvoir le faire aussi. Et pour des personnes qui sont derrière un micro et qu'on ne voit pas, aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de les mettre en lumière et que ce soit pas toujours moi qui passe à la télé. Tu fais du porte-à-porte et d'ailleurs, la mienne est fermée pour de bon. Tes préoccupations sont ailleurs. Tes préoccupations sont ailleurs. Tes préoccupations sont ailleurs. Tes préoccupations sont ailleurs. On le garde en tête, hein, j'ai l'impression. Merci en tout cas Delphine pour cette belle rencontre. On a retrouvé Philippe à ton bar. Ta recette. Mais d'abord, je te fais quand même goûter parce que je te sentais un peu jaloux. Tu voulais goûter la sève de bouleau. Avec grand plaisir. Récoltée par Patricia. Merci Vanessa. Voilà. Alors, c'est frais. On a l'impression. C'est ça, c'est frais. Mais oui, mais c'est frais. On a l'impression d'être en meilleure santé tout de suite. Ouais, mais c'est génial. Un lavage intérieur. Un lavage. De quoi nous remplir avec. Tu nous proposes quoi alors ta recette? Alors un gravlax de truite. Voilà, on va faire des petites tartinettes pour l'apéritif, ça me semble juste parfait, même en entrée. Hein. Tu peux l'accompagner d'une petite chantilly ou basilic, pourquoi pas, tu vois, des choses comme ça. Tu vois, c'est super simple à faire. Vous aimez cuisiner, Patricia? Moi, j'aime bien, oui. Ouais. J'ai pas assez de temps, mais je rêve d'apprendre. Ouais. Mais ça, c'est des recettes en plus qui ne demandent pas trop de temps que nous propose Philippe. Oui, absolument. Donc la gravlax de truite, alors c'est très simple, hein. Il va te falloir, Vanessa, un beau filet de truite, d'accord? Là, j'ai pris des graines d'anis vert, des graines de fenouil, du sucre et du sel. Et on va rajouter des agrumes. Fleur de sel ou gros sel Gros sel, là. J'ai pris un gros sel de l'île d'Oléron, parce que j'avais ça à la maison. Okay. Sinon, tu peux prendre la fleur de sel aussi, là, ça fonctionne. Orange,
pamplemousse et citron. Et avec tout ça, on va préparer notre gravlax de truite. Alors, allons-y. On y va? Allez, première étape, ton filet de truite. Alors, ce que tu fais, juste te faire voir. Bon, je l'ai fait sur le reste. Là, tu vois, tu as des arêtes. Là. Si tu remontes, tu vois, il y a des arêtes ici, là. Ouais. Alors, ce que tu fais, c'est qu'avec une pince à épiler, tu vas t'amuser. Ah ben oui. Tu vas t'amuser C'est la à partie enlever la plus toutes les arêtes. fastidieuse, là, c'est ça? Non, ça va vite et ça s'enlève. Regarde, tu peux même le faire sincèrement, Sans tu vois, pince. à la main. Ouais. Regarde, à la main et ça le fait. Alors, une fois que tu as ton filet de truite, ce que l'on fait, on va commencer. On prend notre pamplemousse et nous allons mettre des zestes, tu vois, des zestes de pamplemousse dessus. Tu vois, jusqu'à présent, rien de compliqué. Ouais, non, ça va, il faut avoir le petit zesteur qui va bien. J'en ai offert un Vanessa, me J'en ai un, semble-t-il. j'en ai un. Voilà. On va mettre des Je zestes ne dis pas s'il sert souvent, mais j'en ai. des zestes de citron. On va continuer avec des zestes d'orange. OK. Ensuite, on va répartir nos graines d'anis vert. Alors tu te dis à quoi ça sert, mais tu vois, ça a du goût parce que tu vas le laisser macérer 24 heures. Graines de fenouil. Ouais, c'est bon le fenouil. Voilà, graines de fenouil. En plus, c'est joli comme ça. Hein. Graines de fenouil. On prend un petit saladier. Dans ce saladier, on va mettre notre sel. Avec beaucoup de gros sel. Ouais, et notre sucre. D'accord. Donc, tu as juste un peu plus de sel que de sucre. D'accord. On va mélanger le tout. Tu vois, tu le mélanges bien. Voilà. Et tu vas saupoudrer, tu vas couvrir ta truite avec ce mélange. D'accord. Jusqu'à présent, rien de bien compliqué. Hein. C'est quelle origine cette recette? Je crois. C'est le pays nordique. Le Périgord. Hein. Le Périgord, non, c'est pas du Périgord. Non, c'est les pays nordiques. Oui, Hein, c'est voilà. ça. Oui. Pays nordiques. Hein. Le Périnord. Le Périnord, le absolument, Périnord, Frédéric. Voilà. Hop. Et une fois que tu as fait ça, Vanessa, ce que tu fais, papier film, Ouais. on va couvrir à contact. Ça veut dire que ton papier film doit toucher vraiment ton poisson. Et tu vas laisser ça 24 heures au réfrigérateur. D'accord. Au bout de 24 heures, tu vas sortir ton filet de truite, pardon, excusez-moi Patricia, sortir ton filet de truite, tu vas le passer sous l'eau froide, bien le rincer, tu vas le laisser un petit peu au réfrigérateur et tu vas obtenir ça. Là, on le voit bien. La couleur a changé. La Ah couleur oui. a complètement Ah ouais, changé. c'est dingue. Hein, c'est fou, hein, la couleur. Parce qu'il est légèrement cuit. Il est Il a légèrement... cuit avec le sel, en fait. Sel et sucre, sel et sucre. Et donc là, c'est juste parfait. Et ensuite, un couteau. Regarde, un couteau, tu vas partir comme ça. Regarde, et on voit que c'est cuit. Voilà, Il y a encore quelques arêtes. Il y a encore quelques tu arêtes. manies pas bien la pince à épiler. Mais le problème, mon c'est que j'avais Philippe. pas mes lunettes, ma belle, pour Ah, tout te c'est dire. ça. Ouais, Bah, tu vois, vous regarde, faut tu vois. des lunettes, bien sûr. Alors là, tu vois, tu coupes des petites tranches comme ça. Donc là, on a ça. Et ce que je fais à la maison, hop, un petit emporte-pièce Sur du pain de mie. sur du pain de mie. Hop. Pain de mie nature ou céréales. Tu ou peux comme faire on veut, hein. ce qui te fait plaisir. Vraiment ce qui te fait plaisir. Et griller un peu ou pas? Et tu peux le faire griller, Frédéric. Tu peux le faire griller. Une petite spatule. Là, j'ai préparé un petit mélange beurre, fromage frais, oignon frais, huile d'olive et poivre. Ce que l'on fait, regarde. Redis beurre, oignon. Beurre, fromage frais, Fromage frais. oignon frais, Ouais. huile d'olive, pardon, et poivre. D'accord. Donc, on fait une petite crème comme ça. Et on vient poser délicatement, regarde, notre gravlax de truite. Attends, j'enlève quand même les... Ah, tu l'as vu parce que j'ai pas mes Ouais, lunettes. je vois, moi. Je suis désolé. Regarde. Notre petite gravlax de truite. Après, tu peux t'amuser. Hein. Là, on va reprendre. Regarde. Un peu d'an... Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est plus de fenouil. Ah oui. Tu vois, ça sent l'anis. Ouais. Tu sais, le fenouil sauvage, le fenouil sauvage, Patricia, vous voyez. Ah bah Patricia, elle connaît bien toutes les plantes sauvages. Voilà, Les eh bien, herbes. regardez. Ouais. Voilà, on met un petit peu d'herbe. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est mettre un petit peu d'oignon. Regarde, un petit peu d'oignon frais, ça peut être sympa. Après, tu t'amuses hein, avec tout ce que tu... Voilà, et c'est idéal pour l'apéro, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Patricia? C'est génial. Et allez, un peu de pamplemousse, un petit zeste. Et regarde, pour l'apéro, le tour est joué. Génial. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Avec Anita, moi, elle m'a mis en appétit tout à l'heure, Anita. Donc, on va continuer, on va les déguster. Regarde, je vous ai préparé une petite dégustation. Allez, c'est reparti. Une assiette chacune. On va quand même partager avec Frédéric et Anita. Allez-y. Magnifique. Hop, on va goûter. C'est très joli. Très joli. Pour l'apéro, C'est ça très fait son appétissant, petit effet. Allez, allez-y. Hein. Merci. Servez-vous. Frédéric. Merci beaucoup.
Pas faire de bêtises. Il y a un grand silence parce qu'on est en train de manger. Et on se régale. Très bon. C'est très bon. Délice. Merci beaucoup, Frédéric. Top. Et la Merci. crème superbe. Alors Anita, quand même, qui est aussi cuisinière, qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est un truc que vous pourriez refaire, vous, ça. Oui, c'est très frais. Très goûtu. Et Patricia, vous, j'adore. vous disiez que vous aviez envie d'ouvrir la ferme, peut-être faire des ateliers, tout ça. Un atelier de cuisine, ça vous dirait? Ah, bien sûr. Ouais. Oh, peut-être pas moins, comme, mais avec des intervenants. Bah, vous faites venir Anita. Anita, Et c'est parfait. Voilà. Philippe. Ça y est, bah, on a provoqué des belles rencontres. Bien sûr. Merci à vous d'avoir participé ce Merci matin à vous aussi. à cette belle rencontre. Merci à vous de nous avoir suivis, évidemment, depuis chez vous. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Je vous embrasse et bon appétit.